Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Le temps semble être une ligne continue, mais il y a des points où la ligne se brise, quelque chose avec lequel nous avons vécu, que nous avons ressenti comme nôtre, nous le sentons s'éloigner derrière nous. Il est une question existentielle que chaque génération se pose, la nôtre aussi. À quel moment a commencé le monde d'aujourd'hui? Quand s'est achevé le passé et a commencé le présent? À Rome, cette question est devenue encore plus pressante avec l'avènement d'Auguste. Ce qui déroutait, ce n'était pas seulement le changement imposé par le nouveau régime, mais aussi l'idéologie spécifique qui l'accompagnait. Aux nombreuses nouveautés, Auguste faisait correspondre la récupération des traditions du passé. Rappelez-vous les lois matrimoniales dont nous avons parlé dans une des séances précédentes, qui étaient nouvelles et pourtant dépeintes comme un retour aux coutumes des aïeux. Les nouveaux se diffusaient à condition d'absorber l'ancien. Pour les Romains du 1er siècle du Principat, il était difficile pour cela de comprendre s'ils vivaient encore dans le passé ou dans un monde nouveau. Quelle désorientation! Mais si elle secouait l'ensemble de la société, cette interrogation sur le positionnement des limites du présent asseyait surtout les intellectuels, poètes, orateurs, experts en techniques diverses. Les poètes s'interrogeaient bien sûr avec poésie. Dans l'épître à Auguste, écrite probablement en 14-12 avant Jésus-Christ, Horace cherchait à démontrer à quel point la formule « ce qui est antique est meilleur », alors en vogue dans le goût littéraire du public, était fausse et trompeuse. 100 ans suffisent-ils, polémiquait Horace, à transformer un auteur en classique? Et si oui, alors si cet auteur a 89 ans de distance, rétorquait-il, est-il déjà un classique? Et ainsi de suite. Un siècle plus tard, Tacite développe une tentative similaire de tracer un avant et un après dans l'histoire de l'art oratoire latin. Les doutes sont nombreux dans le dialogue des orateurs, mais un point est certain. À l'époque flavienne, on discutait de l'endroit où situait exactement ce que Tacite appelle le terminus antiquitatis, la frontière de l'Antiquité, la limite entre les orateurs anciens et ceux du présent. Presque tout s'accordait sur celui qui en constituait la borne. Il s'agissait de l'orateur Cassius Severus, qui vécut entre 44 avant Jésus-Christ et 35 après Jésus-Christ environ, donc à l'époque augustine et tibérienne. Ce fut Cassius Severus le premier qui ait commencé à se détacher du style antique et linéaire de l'éloquence. Des querelles analogues agitaient tous les arts libéraux. La réflexion de Pline l'Ancien est suggestive. Il se lamente de l'oubli des découvertes du passé causé par la richesse et par un phénomène que nous appellerions aujourd'hui la mondialisation. Je vous lis le passage de Pline. Qui ne penserait, vu les
communication ouverte entre les parties du monde, vu la grandeur majestueuse de l'Empire romain, que la civilisation a fait des progrès grâce à l'universalité des échanges et à la jouissance commune d'une paix fortunée, et qu'une foule d'objets qui jadis étaient demeurés cachés sont devenus d'un usage vulgaire. Mais aujourd'hui, on ne trouve plus personne qui connaisse tout ce que l'Antiquité a relaté, car il faut rechercher non seulement les découvertes des modernes, mais encore celles des anciens, au milieu de l'oubli que l'incurie a jeté sur les choses. Quelle cause assigner à cette léthargie, dit Pline? Les hommes, si ce n'est les causes générales du monde, quelle cause assigner à cette léthargie si ce n'est les causes générales du monde? De nouvelles mœurs sont survenues. Les hommes ont d'autres préoccupations et l'on ne cultive que les arts de l'avarice. Autrefois, les peuples, par conséquent les esprits, étaient renfermés dans les limites des États, sans grande destinée à accomplir. Il ne leur restait qu'à exercer les facultés de l'intelligence. Une foule des rois recevait les hommages des arts et, dans l'ostentation de leur grandeur, mettait celle-là au premier rang, persuadés que c'était le gage de leur immortalité. Alors abondaient et les récompenses et les travaux. Pour les âges suivants, un monde trop vaste et des richesses trop grandes ont été un mal. Les arts dits libéraux, parce qu'une existence libre est le plus grand bien, ont cessé de mériter leur nom et la servilité seule profite. L'un l'adore d'une façon et l'autre d'une autre. Mais les vœux sont toujours les mêmes. Il s'agit toujours de la richesse. Quant à nous, conclut Pline, nous scruterons même ce qui a été oublié. En somme, pour l'écrivain, on était désormais entré dans un temps nouveau, des progrès, mais aussi des régressions, et donc d'oubli des découvertes faites par les anciens, un temps de rupture. Les juristes se dédièrent également à cette introspection à laquelle se soumettaient les intellectuels romains. Ils se demandèrent, eux aussi, qui étaient leurs contemporains. À un certain moment, ils se considèrent comme eux-mêmes divisés en vétéres, c'est un mot que vous allez entendre beaucoup de fois, les anciens, et un juriste du présent. Si j'ai choisi cette mise en perspective de leur propre histoire comme thème de mon cours aujourd'hui, c'est parce que c'est un symptôme très fort du fait que les juristes avaient bien une conscience historique, et pourtant, ces faits est passé quasiment inaperçu aux chercheurs. Entendons-nous bien que les juristes recouraient à la qualification de vétéres, pour certains d'entre eux, est en fait très bien connu. Les tentatives n'ont pas manqué des Cujas au XVIe siècle, puis avec la renaissance de l'école historique du droit au XIXe siècle, jusqu'à un article très important de Franz Horak, il y a une vingtaine d'années. Les tentatives n'ont pas manqué de déterminer plus précisément quel était le contenu de cette dénomination collective. Cela a échappé, toutefois, que distinguer les contemporains des vétéres, des anciens, est avant tout le signe d'une prise de conscience historique que les juristes accomplissaient sur eux-mêmes. Et vous savez que le cours de cette année porte sous tous les symptômes d'une conscience historique, d'un usage du passé de la part des juristes.
Une opération d'autant plus significative qu'elle se manifestait en concomitance justement avec des réflexions analogues développées par d'autres disciplines. Avant de réfléchir sur la signification idéologique de cette périodisation, il faut d'abord établir un fait sur lequel le consensus n'est pas encore formé. Qui étaient les vétéres, les anciens? Quels juristes étaient désignés comme vétéres? Que la notion d'ancien soit relative, cela relève d'une banale mais profonde vérité. Qui sont les anciens dépend toujours de celui qui parle. Mais il ne faut pas pour autant lever les bras comme pour nous rendre en nous réfugiant dans un relativisme confortable. C'est un problème de méthode. Nous ne cherchons pas en sens unique, valable pour toute l'histoire de Rome, ce qui serait en effet impossible à trouver. Nous devons en revanche nous demander si les juristes eux-mêmes, et non d'autres auteurs d'autres genres, considéraient certains des juristes même comme des anciens. Donc il faut circonscrire, limiter, borner le champ. Il faut donc tout d'abord séparer l'usage des juristes de celui des autres écrivains. Différents non seulement par l'époque, mais aussi par les points de vue, car il était externe à la jurisprudence. Par exemple, quand Cicéron ou Olugel utilisent l'adjectif véteres, ils se limitent à prendre acte de la distance temporelle entre eux et les juristes dont ils sont en train de parler. De la même façon qu'ils le font quand ils parlent d'historiens et de poètes, d'orateurs et de médecins et de grammariens. Ce n'est donc qu'un emploi de l'adjectif véteres très générique et sans aucun souhait de distinguer les phases différentes dans l'histoire du droit ou de la rhétorique ou de la médecine. Outre la différence entre l'intérieur et l'extérieur des disciplines, il faut tenir en compte du facteur temps. Par exemple, pour Justinien au VIe siècle, tous les juristes dont les œuvres sont rassemblées dans le digeste, sans distinction d'époque, qu'ils soient récents ou lointains, étaient des vétéres, des anciens par rapport à Justinien lui-même. Et c'est vrai, vu du VIe siècle après Jésus-Christ, en regardant en arrière, les juristes, ils étaient tous des anciens. Mais venons au point central. Ces mêmes juristes classiques que Justinien appelait véteres avaient utilisé à leur tour ce même qualificatif et par la force des choses avec un sens différent de celui des Justiniens. Et c'est dans ce périmètre qu'il faut concentrer notre attention. Mais là aussi, il faut opérer des distinctions appropriées, c'est-à-dire tenir compte du contexte. C'est un manuscrit du digeste. Il existe de nombreux textes dans lesquels les juristes utilisent l'adjectif substantif véteres, ancien, mais ils ne se réfèrent pas à d'auteurs juristes, mais aux Romains antiques en général. Donc, véteres, ancien, équivaut ici à maiores, les ancêtres. C'est ainsi, par exemple, qu'Ulpien comprend le mot
ancien, véteres, quand il rappelle la pratique antique de se promettre réciproquement le mariage entre fiancés. Vous voyez, le terme fiançailles vient du terme promettre. Donc, le jeu de mots latin est impossible à reproduire. Le terme latin sponsalia vient de spondere. Donc, vous voyez, c'est le même terme. Le terme fiançailles vient du terme promettre. Ce n'est pas bien rendu, sponsalia spondendo, car l'usage des anciens était de stipuler et de se faire promettre une épouse. Et donc vous voyez que l'usage des anciens, ça veut dire pas l'usage des juristes, mais l'usage des ancêtres, des anciens romains en général. C'était de se promettre le mariage. Et de la même façon, à peu près dans le même champ sémantique, le juriste Paul, il interprète le terme stipulum, vous voyez, c'est le terme de stipuler, stipulare, promettre encore une fois, il l'interprète d'une façon très imaginaire, mais en même temps très utile pour comprendre le fond. Il dit que stipulum, le mot stipulum, pour les anciens, signifiait firmum, c'est-à-dire solide, firme. Et donc, stipuler, c'est donner de la solidité à une promesse. Mais ici encore, veteres est un terme qui fait référence aux Romains anciens en général, pas aux juristes en tant que tels. Donc, ce qu'il faut faire en premier, si l'on veut comprendre qui étaient les juristes anciens, est d'éliminer tous les textes comme ceci, dans lesquels les juristes parlent, oui, de veteres, mais en se référant aux anciens romains en général. Une fois qu'ils ont été triés donc, par ce type de distinction, on arrive à isoler un ensemble de passages dans lesquels les juristes classiques se réfèrent effectivement à d'autres juristes en les définissant comme veteres. L'ensemble est constitué de 48 occurrences et se divise en deux groupes. Le plus nombreux est constitué de 37 textes qui citent les veteres collectivement, sans donner de noms. Un nombre plus limité, 11, sont les occurrences dans lesquelles les anciens sont distingués nominativement par rapport à d'autres juristes qui ne sont pas considérés comme veteres. Il est clair que ce sont ces derniers 11 passages qui sont les plus intéressants pour nous. Mais d'abord, nous allons commenter très rapidement les 37 qui sont importants en raison de leur quantité. Les juristes les plus anciens qui fait usage de cette locution dans un sens collectif est Neratius Priscus, qui fut consul suffect en 97 après Jésus-Christ. Ses propos sont rapportés et commentés sont rapportés par Julien et commentés par Paul. Donc, c'est un texte très bref, mais avec beaucoup de couches. Paul, c'est un juriste de l'âge sévérien, donc à peu près un siècle après Neratius. La question, vous pouvez vous en apercevoir, c'est une question très technique, mais assez simple. Les anciens, les veteres, dit Neratius, avaient des opinions différentes concernant une stipulation conçue ainsi: promet de donner telle somme d'argent
à chaque versement, la première année, la deuxième année, la troisième année. Commentaire de Paul, mais je pense qu'il est plus exact de dire qu'il y a ici aussi 3 stipulations distinctes de 3 sommes. Donc la question implicite est, lorsqu'il y a une promesse de ce type, combien de promesses y a-t-il? Une seule ou 3 distinctes? Donc c'est la question. Et là-dessus, les anciens, selon Nerasius, avaient des opinions différentes. Nous ne disposons pas de la motivation de ce désaccord, mais ce qui est très intéressant est de voir que tant Paul que Nerasius prend au sérieux l'opinion des anciens. Pour eux, la controverse qui les divisait était encore d'actualité. Donc, vous voyez que Nerasius implique que c'est une question encore ouverte et Paul exprime son avis. Donc, c'est une question encore, il y a encore une dynamique de pensée. Les anciens font partie de cette dynamique. Ce type de discussion avec des inflexions variées se trouve dans tous les 37 textes qui parlent des juristes anciens Veteres, sans les indiquer par nom. Nous ne pouvons pas tous les examiner, mais je vous en fournis la liste. Vous pourrez ainsi la retrouver sur l'enregistrement de cette leçon. Et je profite de l'occasion pour saluer celles et ceux qui suivent de loin. Cet ensemble de 37 occurrences ne dit finalement pas beaucoup sur l'identité des anciens, sinon justement qu'ils étaient antérieurs à Nerasius. Donc cet ensemble nous dit que les anciens étaient bien entendu antérieurs à Nerasius, parce qu'il est le premier qui les appelle comme ça. Donc il s'agissait de juristes qui le précédaient. Ce que cet ensemble nous dit aussi, c'est que, comme nous l'avons vu, on pourrait répéter l'expériment, l'exercice pour les autres textes, il s'agit toujours, ou presque toujours, de questions où l'opinion des anciens était censée être encore active. Et dernière remarque, les 37 textes sont significatifs parce qu'ils montrent une distribution lexicale très nette, car il y avait en effet en latin 2 adjectifs principalement pour indiquer ce qui était antérieur. Vetus, d'où veteres, et antiquus. Mais les juristes, qui auraient pu utiliser les 2, ils n'utilisent que veteres. Donc il y a une polarisation assez impressionnante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une étiquette. C'est une étiquette, c'est une catégorie qui était bien approuvée et dont on connaissait la signification. Il n'y a que 2 textes dont nous allons parler un peu dans quelques minutes, qui parlent de antiqui et qui sont très intéressants parce qu'ils viennent d'un juriste, Sabinus, qui est un peu le protagoniste implicite de notre discours. On va y revenir. Le choix de vetus ne devait pas être le fruit du hasard, car les 2 adjectifs, vetus et antiquus, bien qu'avec un large chevauchement sémantique,
ont une polarisation différente. Car anticus, qui vient de ante, avant, met l'accent sur ce qui se trouve avant nous, tandis que vetus fait allusion au cycle annuel de la vie et met l'accent sur ce qui est né avant et dure encore. Donc vous voyez déjà dans le choix de l'adjectif pour indiquer les anciens, il y a l'idée de cette survivance de leur puissance. Peut-être, on va utiliser encore ce mot, de leur autorité. Mais ce sont les textes dans lesquels apparaissent explicitement les noms de vétéres et inversement les noms des juristes qui s'opposent, qui ne sont pas des vétéres. Ce sont ce type de textes qui sont décisifs pour démontrer qu'il s'agissait d'un véritable canon avec une ligne de démarcation précise. Vous avez ici la liste. Encore une fois, je pense qu'on ne peut pas parler de l'Antiquité sans montrer les sources sur lesquelles nos discours s'appuient. Je pense que c'est un devoir de tout chercheur de bien montrer les sources, même si on n'a pas la possibilité de les commenter en détail. Mais vous avez, si vous voulez, la base de raisonnement. Et voilà le texte que nous allons lire ensemble. C'est un texte de Gaius, des Instituts de Gaius. J'en profite pour vous signaler que la semaine prochaine, il y aura un séminaire après mon cours qui portera justement sur ce texte extraordinaire et avec un papyrologue, Marco Fressura, qui va nous montrer bien des nouveautés à propos de l'édition de Gaius, de ce texte. Bon, Gaius, vous avez là le texte, presque tout. Il dit exis apparet quod sint species tutelarum. Je m'excuse si le texte n'apparaît pas complètement déployé sur l'écran. Je vais vous faire la traduction. Après avoir fait la liste des différents species, espèces de tutelle, il est en train de parler de la tutelle des mineurs et des femmes. Donc il en dresse la liste. Après, Gaius remarque qu'il est possible de rassembler les différentes espèces de tutelle en un nombre plus limité de genres, mais qu'une longue discussion sur l'identification de ces genres serait nécessaire, car il s'agit d'une matière vivement controversée parmi les anciens. Donc, vous pouvez faire un travail de philologue vous-même, voyant ici comment le texte devait continuer. Nam deare valde res, c'est veteres dubitaverunt. Donc, le texte est caché, le nom est caché là. Donc, à ce propos, il y avait une controverse acharnée entre les anciens. Gaius avoue que suivre cette dispute dépassait un peu le but d'une œuvre didactique comme la sienne, et il se défend en disant qu'il avait déjà traité dans les commentaires sur l'édit et dans les commentaires ad quintum mucium dans 2 autres ouvrages le même thème, dont il suffirait aux étudiants, dit-il, de voir que quelqu'un comme Quintus Mucius, que quelques auteurs, par exemple Quintus Mucius, a dit qu'il y avait
5 espèces de tutelle, d'autres comme Servius qu'il y en avait 3, d'autres comme Labéon qu'il y en avait 2, et d'autres encore qui estimaient qu'il n'était pas possible de réduire les espèces à des genres moins nombreux et qu'il y avait autant de genres que d'espèces. C'est une question très technique, mais ce que nous voyons ici, c'est une petite liste de noms de ceux qui, selon Gaius, appartenaient à l'armée des anciens. Quintus Mucius, Servius Sulpicius, Labéon. Donc, il s'agit de juristes qui ont vécu à l'époque de la République, avant Auguste. Le dernier, Labéon, a vécu aussi une partie du principat d'Auguste. Il est mort peut-être au plus tard en 20 après Jésus-Christ. Mais il y a un rôle particulier de Sabinus, comme je vous ai prévenu. Parce que nous voyons dans ce premier passage que ce juriste, dont l'opinion est relatée par Ulpien, a constamment défendu l'opinion des anciens qui pensaient qu'on peut répéter à quelqu'un par la condictio, c'est un type d'action, l'argent qu'il a reçu pour une cause injuste. Cels est du même avis. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Que Sabinus n'est pas un des anciens, parce qu'à son tour, il parle des anciens. Ou si pour mieux dire, ce n'est pas Sabinus qui parle des anciens, mais c'est Ulpien qui distingue Sabinus des anciens. Il dit que Sabinus a constamment défendu, soutenu l'opinion des anciens. Donc Ulpien fait une distinction entre Sabinus et les anciens, et nous voyons que Sabinus n'appartient pas à cette catégorie. C'est important pas seulement sur le plan chronologique, mais aussi parce qu'il donne l'impression que, justement, en raison de l'approbation que Sabinus a donnée à la vie des anciens, l'opinion des anciens a dépassé les contraintes du temps et qu'elle est arrivée jusqu'aux générations postérieures, jusqu'à Ulpien lui-même. Ulpien écrit à l'époque des Sévères, donc 2 siècles après Sabinus, à travers un parcours jalonné par des autres probations tout aussi influentes, comme celle de Cels, dans la première moitié du IIe siècle après Jésus-Christ. Paul aussi, dans ce deuxième passage, tiré probablement du livre dédié à Sabinus lui-même par ce juriste à peu près contemporain d'Ulpien, et qui est gardé par un recueil du IVe siècle appelé les Fragmenta Vaticana, les fragments du Vatican. C'est un recueil qui précède le digeste, et donc du point de vue de la transmission du texte, c'est très fiable. Et donc, dans ce texte, nous voyons à peu près la même dynamique. Alors, le texte dit « Celui qui achète à une femme sans l'autorisation du tuteur de la femme ou assisté d'un faux tuteur que l'acheteur sait n'être pas véritablement tuteur, donc
s'il y a quelqu'un qui achète d'une femme sans l'autorisation du tuteur de la femme, il ne paraît pas acheter de bonne foi. C'est l'opinion des anciens, itaque et veteres putant, c'est l'opinion des anciens, et Sabinus et Cassius scribunt, ceux qu'écrivent Sabinus et Cassius. Alors, là aussi, et même plus clairement, vous voyez la distinction entre les anciens qui opinaient à ces propos et Sabinus et Cassius qui ont écrit à ces propos. Ils ont bien entendu recueilli les opinions des anciens. Et vous voyez dans la perspective, la mise en abîme accomplie par Paul, qu'il y a disons, les deux couches, celui des anciens et celle de Sabinus et de Cassius. Qui est Cassius? Il est l'élève de Sabinus. Donc vous avez deux juristes en succession chronologique. Donc, encore une fois, nous avons la confirmation que Sabinus ne faisait pas partie. Il est évident que si Sabinus n'était pas un des anciens, son élève ne l'était pas davantage. Et deuxième élément que nous tirons de ce texte, les opinions des anciens circulaient encore comme quelque chose de vivant auprès des successeurs. Il en est de même dans les autres textes que nous ne discuterons pas ici. Une liste peut être dressée à partir de ces 11 textes qui désignent les anciens par leur nom et les opposent à des autres juristes. Et voici la liste. Vous avez, dans les textes que nous n'avons pas pu discuter, vous avez des juristes qui sont nommés parmi les anciens. Il y a des juristes qui sont explicitement opposés dans les contextes à ceux qui sont des anciens. Donc, le premier, les plus anciens des nouveaux, est Sabinus. Cette analyse achevée s'ouvre alors à la réflexion sur les plans historiques, pour vérifier si la démarcation qui a émergé de façon nette puisse être corrélée avec des phénomènes relevant de la jurisprudence, l'histoire politique, qui auraient pu l'avoir déterminée. Pourquoi cette rupture dans la tradition? Sabinus, pour les juristes, est la borne qui marque le début d'une nouvelle époque. Avant lui, ce sont les anciens. Sabinus est le terminus antiquitatis, pour reprendre l'expression de Tacite à propos des orateurs. En effet, Sabinus n'est pas un juriste comme les autres. De nombreux traits le différencient des juristes précédents. Tout d'abord, il était d'origine modeste et non fortunée, alors qu'habituellement les juristes étaient issus des familles sénatoriales ou au moins équestres. Ensuite, il a exercé une véritable activité d'enseignement rémunérée par ses élèves. C'était une pratique qui inversait la coutume sociale selon laquelle le juriste était un représentant de l'élite qui rassemblait autour de lui des auditeurs de la même classe sociale auxquels il donnait son expérience gratuitement. Sabinus adopte par contre quelques traits, au moins extérieurs, de l'enseignement d'autres savoirs, par exemple de la rhétorique et de la philosophie. Si l'on regarde ensuite son travail de juriste, le fait que Sabinus constitue une limite chronologique entre les anciens et les contemporains est cohérent avec son rôle actif dans le filtrage du travail des juristes précédents. Nous l'avons vu. Et les succès durables dont a joui son œuvre, il a écrit une œuvre en 3 volumes qui s'appelle très simplement le droit civil, le Ius Civile,
Donc cet ouvrage a joui d'un succès immense. Par exemple, un siècle après la parution de cet ouvrage, Olugel, qui avait été nommé juge dans un procès, ne savait pas exactement quoi faire. Donc il nous fait savoir qu'il s'est renseigné en lisant justement l'ouvrage de Sabinus. Il y en avait beaucoup d'autres, mais il a choisi l'ouvrage de Sabinus pour se renseigner. Donc il y a beaucoup d'autres signes de ces succès. Mais je dirais que la césure dans l'histoire de la jurisprudence, en plus d'être liée à la personnalité de Sabinus, coïncide avec un phénomène de portée plus vaste, à savoir la polarisation des juristes romains en deux scolae, sectes, deux orientations ou écoles ou sectes qui prirent pour chef respectivement Sabinus lui-même et Cassius, son élève d'une part, et Nerva, un juriste qui s'appelait Nerva, de l'autre part, l'autre chef de file. On sait peu de la structure matérielle intellectuelle de ces deux courants, sinon qu'ils sont nés d'une rivalité d'opinion. Mais il est certain qu'un siècle après la naissance des écoles, au 1er siècle après Jésus-Christ, un juriste comme notre Gaius, au milieu du IIe siècle, appelait encore Sabinus et Cassius ses maîtres, ses précepteurs. Gaius ne les avait pas en réalité connus, rencontrés. Masurius, Sabinus et Cassius Longinus, il ne les avait pas connus. Ils étaient tout au plus les maîtres, des vrais maîtres de Gaius, mais s'il les appelait néanmoins maîtres, c'était parce qu'ils se sentaient insérés dans une ligne de vie, dirions-nous, dans une généalogie qui commençait justement avec eux. Même si nous regardons les choses sous ces points de vue, donc, nous nous rendons compte qu'avant Sabinus, il y avait les anciens, et après lui, tous ceux qui se sentaient contemporains. Il y avait cependant d'autres conditions qui ont déterminé la prise de conscience de cette rupture et qui ont à voir avec Auguste et l'institution du Principat. En somme, l'histoire de la jurisprudence se brise, se renouvelle au moment où le monde autour d'elle se brise, se renouvelle. Quels sont les changements les plus importants? Avant tout, Auguste conféra à quelques juristes sélectionnés le droit de donner de réponses juridiques au public, le ius publice respondendi. Donc, les réponses de ces juristes sélectionnés acquéraient une plus grande autorité, auctoritas. On a évoqué ce point, on a effleuré ce point lors de la séance dédiée à l'autorité. Cela signifiait que les juristes qui avaient bénéficié de cette reconnaissance de la part du prince ne répondaient pas seulement sur la base de leur propre autorité, qui était toujours mise en cause par les orateurs, mais ils répondaient aussi sur la base de l'autorité du prince. Donc, c'était une institution qui changeait un peu le rôle, pas technique des juristes, mais leur placement dans les rouages sociétaux. Les textes relatifs à cette innovation sont peu et confus, mais ce qu'on peut dire est que Sabinus ne fut pas probablement le premier à obtenir cette
ce bénéfice de répondre au nom du prince, mais il fut le premier des chevaliers qui obtient ce bénéfice. Donc encore une fois, vous voyez que Sabinus est un protagoniste qui dévance un peu son époque. L'étreinte par laquelle Auguste attira à lui la jurisprudence se manifeste aussi par d'autres attitudes moins connues mais tout aussi captivantes. Par exemple, il a pris l'initiative de convoquer certains juristes lorsqu'ils devaient prendre des décisions avec un contenu juridique, et en plus, il établit une bibliothèque d'œuvres juridiques près du temple d'Apollon. Ce faisant, Auguste révèle que la jurisprudence, comme les arts libéraux, était entrée dans la sphère patronnée par le prince. Et il n'était pas étranger même au conflit entre les écoles qui venaient alors de commencer leur vie, les deux écoles et les rivalités qui en sont à l'origine. Mais il y a un arrière-plan encore plus important. Je pense que nous rappelons de l'auréus d'Octavien. Nous avons vu Octavien sur une monnaie, à sa main un rouleau, c'était l'édit par lequel il avait aboli les lois qui avaient été promulguées pendant le triumvirat. Et donc, nous avons vu la légende sur la monnaie qui disait « Leges etiura populi romani restituit ». Il a restauré les lois et le droit du peuple romain. Et dans cette monnaie, nous avons vu que le prince devenait le protagoniste même du système juridique. Et je pense que c'est l'arrière-plan qui constitue cette prise de conscience d'une nouvelle époque de la jurisprudence. Il faut maintenant se demander quand la dénomination des anciens s'est affirmée. Une réflexion de méthode pour mieux formuler cette question. Dans l'histoire intellectuelle artistique occidentale, la distinction entre ancien et nouveau a été tant de fois énoncée. Mais elle a souvent été appliquée en prise directe, au moment même de l'émergence, par les critiques ou par les protagonistes, par les avant-gardistes eux-mêmes. Par exemple, il y a eu de poètes à Rome, lyriques, marqués comme néothéroi par Cicéron. Nous connaissons tous l'art nouveau au tournant du XIXe siècle, ou encore la nouvelle vague des réalisateurs français dans les années 50. Il serait d'un grand intérêt de savoir s'il en était de même pour les juristes romains, c'est-à-dire si cette étiquette a été plaquée sur les juristes par des critiques ou si cette distinction est une distinction interne, parce que cela démontrerait, disons, une saveur différente, une tonalité différente. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la première attestation, on y revient, est celle de Nerasius. Nerasius, le consul, vous voyez, à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Nerasius connu peut-être Cassius, l'élève de Sabinus, peut-être, c'est très difficile, il n'y a pas de notice biographique sûre, peut-être il a croisé Sabinus, mais seulement si jamais
lorsque Neratius était un petit enfant et Sabinus à la fin de sa vie. Il peut s'agir d'un hasard, mais je pense qu'on peut, avec toute notre prudence, considérer que le témoignage de Neratius reflète justement ce moment où les fondateurs ont disparu, Sabinus, Cassius, mais leur empreinte étant encore fraîche, on a créé rétrospectivement la conscience historique de leur importance. Donc, je pense qu'à l'état actuel des sources, l'hypothèse la plus réaliste est que cette étiquette a été appliquée pas par, disons, les protagonistes de ce tournant, mais elle a été appliquée à rebours pour légitimer et pour prendre une conscience mûre de ce changement qui avait déjà eu lieu. Je pense qu'il y a peut-être des indices qui nous aident à confirmer cette hypothèse. Il y a un texte de Sabinus où il parle d'un cas assez curieux. Quelqu'un secoue les monnaies qu'un autre tenait dans sa main. Un tiers s'en empare. Sabinus soutient que celui qui a secoué les monnaies est responsable de vol, comme complice, ope consilio furtum factum, avec sa complicité morale ou active. Et il ajoute, c'était aussi l'opinion des anciens. Mais vous voyez qu'il n'utilise pas le mot veteres, il utilise le mot ancien, antiqui. Donc il y a déjà dans Sabinus cette conscience, mais elle est exprimée par le biais d'un mot différent, qui n'a encore pas pris, disons, toute sa place dans la conscience des juristes. Le deuxième passage est encore plus intéressant. C'est dommage de ne pas pouvoir en profiter aisément, mais quand même, c'est un passage d'Olugel où la question est celle de l'adoption des affranchis par le biais d'une procédure qui s'appelait l'adrogatio. C'était une procédure assez archaïque et qui se déroulait devant le peuple rassemblé par curie, mais nous savons tous qu'est-ce que les curies sont parce que Pomponius nous en avait parlé en disant que l'histoire du droit romain, son origine avait eu lieu justement par l'acte de Romulus de diviser les peuples en 30 curies. Donc, ce type d'assemblée populaire fonctionnait encore, avait encore un rôle, bien que marginal, dans l'époque classique des juristes classiques, et notamment le peuple rassemblé par curie veillait à l'adoption d'un père de famille par un autre père de famille. Très important parce qu'il y a une famille qui se termine, parce qu'il y a un chef de famille qui va s'assujettir au pouvoir d'un autre père. Donc le peuple veille à cette opération. Et la question là est, est-ce qu'un affranchi, c'est-à-dire quelqu'un qui avait été affranchi d'un état d'esclavage, pouvait-il être adopté par un homme qualifié d'ingénu? Ingénu, ça veut dire techniquement qui était né de naissance libre, parce que vous voyez, si un affranchi devient par le biais de l'adoption le fils d'un ingénu, il devient ingénu lui aussi.
Donc, il y a, si vous voulez, une sorte de saut d'avancement sur l'échelle sociale. Donc, il y avait des questions à ces propos, et dans ce texte, Sabinus dit qu'il n'accepte pas que il déconseille que les affranchis puissent être adoptés de cette façon. Mais il souligne qu'il s'agit d'une adoption valable en droit. Donc, du point de vue juridique, c'était valable. On ne pouvait pas dire qu'il y avait un interdit juridique. C'était du point de vue de l'opportunité que ce n'était pas, à son avis, acceptable. Et pour renforcer son raisonnement, il fait recours au raisonnement par l'absurde, et il souligne que dans l'ancien droit, c'était possible pour un maître d'adopter son propre esclave. Un saut de l'état d'esclave à l'état d'ingénu, c'était pour Sabinus la conclusion inacceptable de la prémisse. Si on accepte de maintenir cette institution vieillie, on devrait aussi maintenir cette institution, elle aussi très vieille, de l'adoption de l'esclave par son maître, mais comme personne n'était prêt, il pensait, il le souhaitait, il faut toujours se contextualiser, bien entendu. De son point de vue, d'un homme qui était au sommet du pouvoir épistémique, de son point de vue, pour tout le monde, aurait été inacceptable qu'un esclave devienne tout d'un coup un homme ingénu, et donc ça implique qu'il faut rejeter l'autre principe, la prémisse qu'un affranchi puisse être adopté et devenir ingénu. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il parle de iuris ista antiquitas, c'est-à-dire que pour lui, cette adoption valable en droit mais inacceptable du point de vue social appartenait disons, un ensemble d'institutions qu'il qualifiait de vieillerie. Et le démonstratif ista souligne la valeur dépréciative du substantif antiquitas dans ces contextes. Alors, pourquoi toute cette prise de distance? Je pense qu'il faut revenir à un arrière-plan que nous partageons, parce que nous en avons parlé, c'est-à-dire la législation matrimoniale augustine, dont nous a parlé Tacite pour montrer qu'elle était vraiment très loin des mœurs qui étaient couramment pratiquées, peut-être trop loin. Parmi les autres discriminations que cette législation augustine introduisait, la loi julienne interdisait le mariage d'un affranchi avec les descendants d'un sénateur, à ligne directe masculine, jusqu'au 3e degré. Et donc, vous voyez très bien que la crainte de Sabinus était que cet interdit législatif puisse être contourné à travers l'adoption. Si une personne de naissance libre avait adopté un affranchi, il les faisait devenir ingénus,
effaçant ainsi sa filiation servile et contournant cet interdit. Ce n'était pas ce que voulait Auguste avec sa législation. Et les institutions anciennes du droit romain, qui ne prenaient pas en compte les nouveaux programmes et les nouveaux objectifs du prince, s'éloignaient à une distance vertigineuse, étaient reléguées au rang de vieilleries. Le temps se brise. Les juristes du passé commencent à devenir les anciens. Commencent, parce que vous voyez qu'il parle de antiquitas, de antiqui, de ius vetus. Donc il commence, Sabinus, à prendre conscience. La sensation d'assister à un changement d'époque, entre ancien et nouveau, ne pourrait être plus évidente. Si ce furent les juristes postérieurs, peut-être Nerasius lui-même, qui délimitèrent avec précision ce tournant de l'histoire, Sabinus avait déjà mûri et contribué à instiller la conscience d'insister, de participer à un changement de temps. Et nous, en regardant les juristes devenir anciens, en regardant la ligne de la jurisprudence recommencer avec Sabinus, nous comprenons que la tradition est un fil qui lie les générations, mais que, également à l'intérieur de la tradition, il existe des moments où le présent cherche à se libérer, avec un résultat possible, l'oubli, contre lequel se lamentait Pline l'Ancien dans le texte que j'ai lu au début de cette séance. Mais il y a à bien y réfléchir une autre façon possible de manier son rapport au passé. Souligner qu'il y a un avant et un après peut mettre en valeur justement ce que du passé doit être gardé. C'est pour ainsi dire un moment où l'on cesse d'adopter passivement le passé, seulement car c'est une habitude, et où l'on choisit ce qu'il faut garder comme vivant. C'est justement ce qu'a fait Sabinus, qui a fait un tri entre la vieillerie et les opinions des anciens qu'il fallait garder avec soi, et ce qu'ont fait les autres juristes romains qui l'ont suivi. De cette façon, l'effet a été de renforcer l'autorité des juristes anciens. Sabinus et ses confrères se sentaient dans un présent nouveau, certes, mais ils continuaient à citer les anciens, les veteres, et c'est veteres justement le terme qui indique ce qui n'a cessé de donner ses fruits. Merci.